Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bienvenue à Z sur 7, votre Z-Podcast quotidien. Nous sommes le 22 décembre et voici le tout nouvel épisode avec l'invité du Trendstalk. Mais avant de commencer, en tant qu'auditeur, votre opinion compte. C'est pour cela que nous souhaitons recueillir votre avis sur le podcast Z sur 7. Accédez à l'enquête via le lien dans le texte accompagnant cet épisode et aidez-nous à améliorer le contenu à partir de 2025 pour qu'il corresponde encore mieux à vos attentes. Déjà un tout grand merci. Aujourd'hui, Olivier Mouton a le plaisir d'accueillir Frédéric Pagnier, CEO récemment nommé de Act for Wallonia, anciennement l'Union Wallonne des entreprises. Du jour au lendemain, vous rencontrez toute la Wallonie et tout l'entrepreneuriat wallon. Et en fait, ça vous donne beaucoup d'énergie et beaucoup d'optimisme pour la Wallonie. Cap sur l'entrepreneuriat en Wallonie, la gouvernance régionale et les perspectives d'avenir de cette région. Aux commandes, depuis fin septembre, Frédéric Pagnier commence par nous dévoiler comment il vit les premiers pas de cette nouvelle aventure. L'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui fait son actualité. Ça passe à toute vitesse et c'est très énergisant parce que du jour au lendemain, vous rencontrez toute la Wallonie et tout l'entrepreneuriat wallon. Et en fait, ça vous donne beaucoup d'énergie et beaucoup d'optimisme pour la Wallonie parce que je rencontre chaque jour de nouveaux entrepreneurs et évidemment, ils me parlent de leurs problèmes, les coûts de l'énergie, les coûts du travail, la concurrence internationale qui est de plus en plus forte. Mais en même temps, ça regorge d'idées. Chaque fois que je rencontre un entrepreneur, c'est une idée pour créer une nouvelle activité, créer de l'emploi, décarboner son activité. Et ça vous dit quand même qu'en Wallonie, on a quand même beaucoup de bonnes choses à encore créer et beaucoup de potentiel. Alors vous êtes un ancien de McKinsey, enfin en tout cas on vous a présenté comme ça, avec des accents spécialisés dans la formation et l'emploi. Bon, est-ce que quand je vous résume comme ça, est-ce que ça correspond au portrait ? Le portrait, pour moi, c'est avant tout celui d'un passionné de la Wallonie depuis mon enfance, en fait. Moi, depuis que je suis adolescent, ce qui me vraiment accroché à mon cœur, c'est la volonté de contribuer modestement au redressement de la Wallonie. Moi, j'ai grandi proche de Namur, entre Namur et Charleroi, le long de la Sambre, qui est vraiment entre la basse Sambre, qui a subi tous les effets de la désindustrialisation, et puis Namur, qui est une ville qui se porte pas trop mal d'un point de vue économique. Et vivant entre ces deux mondes, moi, depuis que je suis jeune, je me suis dit, tiens, quand on regarde la Basse-Sambre, on peut espérer beaucoup mieux pour notre région. Il faut faire mieux, on doit faire mieux, on doit la redresser. Donc c'est vraiment ce que moi j'ai au cœur, cette contribution. Vous avez la conscience de l'enjeu wallon quelque part, en tout cas de l'enjeu économique wallon, qui est aussi celui du gouvernement. Mais... Économique et social. Moi, j'ai une double conscience chevillée au corps. C'est l'importance de notre État social, de préserver et de renforcer notre État social. On a besoin de cette protection dans une région où il y a quand même un taux de pauvreté, un taux de chômage qui reste élevé, mais à la fois aussi la conviction que si on veut protéger notre État social, le développer, il faut redévelopper notre économie. Le meilleur moyen de continuer à développer notre modèle social, c'est de renforcer le secteur privé et l'entreprise en Wallonie. Oui, vous avez dit d'ailleurs dans une interview à votre arrivée qu'on a parfois présenté les entreprises comme les grandes méchantes et qu'il fallait changer cette image-là. Ça participe sans doute à votre vocation. Oui, c'est un de mes grands créneaux qui d'ailleurs n'est pas forcément naturel. Moi, je viens d'un monde familial où on regardait le monde de l'entreprise comme souvent en Wallonie de manière un peu négative, avec un certain doute, toujours le soupçon que l'entreprise vise à s'enrichir en licenciant. C'est pas forcément surprenant qu'on pense comme ça en Wallonie encore souvent aujourd'hui, parce qu'on sort justement de 30 années où on a désindustrialisé et où effectivement on a eu beaucoup. Oui, il y a des groupes qui sont comportés comme ça d'ailleurs. Voilà, mais en fait c'est pas la vérité majoritaire. Depuis 20 ans, chaque année, en Wallonie, l'entreprise elle est créatrice d'emplois. Plus de 180 000 emplois créés par le secteur privé en Wallonie depuis 20 ans. Et en fait, si vous pensez au redressement de la Wallonie, moi il y a une comparaison qui me marque toujours. C'est l'emploi en Wallonie, l'emploi par habitant. Au niveau d'emploi pour 100 habitants au niveau public, la Wallonie, c'est plus ou moins le même niveau que la Flandre, un peu au-dessus. Par contre, l'emploi privé, c'est 21 emplois privés en Wallonie pour 100 habitants, c'est 29 en Flandre. Si on change ça, c'est là qu'on redresse la Wallonie. Donc c'est en développant le secteur privé et le monde de l'entreprise. Alors, Act, on l'a dit, il y a eu une mue à la fois le nom, mais aussi une volonté de, quelque part, de devenir un acteur plus fort, peut-être au niveau wallon, avec notamment l'union avec les chambres de commerce et d'industrie. Ça veut dire que votre défi, c'est celui-là, c'est quelque part d'imposer davantage encore votre voix en Wallonie ?
Peut-être un petit rappel pour vos téléspectateurs. Ouais. ACT, c'est quoi? C'est l'union entre l'Union wallonne des entreprises, donc qui rassemblait au niveau régional les entreprises wallonnes, et puis 5 chambres de commerce et d'industrie qui, dans chacun des territoires wallons, organisaient les entreprises locales. On s'est unis dans une alliance d'égaux. Ce n'est pas une fusion. Voilà, c'est une union d'égaux. Et on a vraiment un double objectif. Un, c'est d'être plus fort pour représenter les entreprises. Maintenant qu'on est tous ensemble, on porte une voix unique beaucoup plus forte. Et puis 2, on veut vraiment devenir un écosystème qui contribue à la création et au développement de l'entreprise en Wallonie. Moi, j'ai été fort inspiré par le modèle de ce qui a été fait par les chambres de commerce du côté flamand. Si vous regardez ce qu'ils font, sur toute la ville... le VOCA, enfin, c'est ça. Oui, le VOCA, mais surtout l'alliance du VOCA. L'alliance du VOCA avec ses chambres de commerce. C'est ça. Sur toute la vie de l'entreprise, ils sont là pour accompagner l'entreprise. Ils ont un accompagnement start-up, un accompagnement scale-up et puis un accompagnement transmission. Un de nos objectifs, c'est d'être là pour vraiment être un des moteurs de la création d'entreprises en Wallonie. Et par ailleurs, d'avoir une voix, j'allais dire politique, on se comprend, dans le bon sens du terme, mais c'est-à-dire une voix qui porte sur les enjeux qui concernent les entreprises, non ? Tout à fait. À la fois, je l'ai dit, en portant une voix unique tous ensemble, mais aussi en étant capable de retourner vers le terrain. Donc maintenant, à l'Union Wallonne, si on veut avoir l'avis d'un tissu économique local, on peut contacter directement toutes nos chambres de commerce et avoir l'avis local des entreprises, qui est une grande force. Alors, cette semaine, vous avez annoncé quelque chose qui est important quand même pour vous, c'est que vous déménagez, enfin, vous arrivez à Namur, vu que l'Union Wallonne des entreprises et puis ACT était installé à Louvain-la-Neuve, si je me trompe. Donc tout là, à fait. Vous revenez au cœur du pouvoir wallon. C'est le jour J, on est en train de déménager comme nous parlons, le camion est en route vers Namur. Et effectivement, la volonté, c'est de se rapprocher des lieux de décision politique wallon, tout simplement pour être plus impactant et avoir des contacts plus faciles. C'est aussi une volonté de s'installer au centre-ville de Namur pour privilégier une mobilité douce. Alors, quelle est la griffe que vous allez poser sur ACT ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur ? On en a déjà un peu parlé, mais il y a des accents que vous voulez mettre ? Vous avez déjà répondu à ma question en disant ACT. On veut agir et on veut agir ensemble. Et donc, ça a 2 volets quand on dit qu'on veut agir. Il y a l'aspect travail avec les pouvoirs publics, ce qu'on appelle parfois le lobby, même si c'est un mot que j'aime pas trop. Là, on veut vraiment ne pas être une forme de plainte ou de revendication, mais avant tout être une force de proposition. On veut pouvoir à chaque fois venir vers les pouvoirs publics en disant « nous vous proposons quelque chose ». Concrètement, un des gros sujets, une de nos grosses demandes, c'est la simplification administrative. Le gouvernement a annoncé un choc là-dessus. Voilà. Mais... Plutôt que de dire « on va demander, on va attendre de voir ce qui vient », on a rassemblé toutes nos fédérations et nos chambres de commerce et on s'est dit « tiens, rassemblons ensemble plus de 100 pages d'idées de simplification. Texte par texte, où est-ce qu'on peut supprimer une exigence réglementaire inutile ?» Diminuer justement les 100 pages que certains entrepreneurs doivent écrire. Il en faut 100 pour réduire les autres. Et donc, on a fourni ces 100 pages au gouvernement et la ministre Galland s'est engagée l'autre jour avec tous les membres du gouvernement à nous revenir point par point et nous dire ça on va faire, ça on va pas faire. Ça, c'est une bonne chose, donc force de proposition. Et puis une force d'action. On veut nous-mêmes agir pour le changement, pas uniquement dire aux autres qu'ils doivent agir. Un exemple concret, c'est dans le domaine de l'enseignement. Vous savez qu'un de nos grands défis, c'est l'enseignement qualifiant et la pénurie de talents. On a parfois des jeunes qui sortent de l'école qui ne sont pas bien formés pour les métiers. Une chose concrète sur laquelle on travaille pour l'instant avec le monde de l'enseignement, dans le cadre de la Fondation pour l'enseignement, c'est de développer la formation continuée des enseignants en entreprise. Vous avez plus de 10 000 enseignants qui enseignent un métier dans l'enseignement qualifiant et une partie d'entre eux ne pratiquent plus ce métier depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est qu'on veut que ces enseignants, tous, de manière régulière, puissent retourner en entreprise pendant quelques jours, voir le métier tel qu'il se pratique, pour retourner l'enseigner tel qu'il se pratique. Avec le modèle allemand qui est aussi souvent mis en avant, c'est-à-dire une vraie formation en partenariat avec les entreprises, quoi. C'est un des autres grands objectifs que nous partageons avec le gouvernement et que je crois l'enseignement aussi accueille de manière positive, c'est de développer à l'échelle l'alternance. Ça va être un des grands défis des 5 prochaines années. Alors précisément, donc, il y a 2 nouveaux gouvernements, enfin en tout cas un nouveau gouvernement wallon, MR engagé, et un gouvernement qui est son pendant à la Fédération Wallonie-Bruxelles, vu qu'on parle de ces compétences-là aussi. Les premiers pas sont à la fois faits plein de promesses, un discours fort sur le changement de la Wallonie, et puis on a vu, premier budget, c'était pas toujours convaincant. Quel est votre regard sur ce qui pourrait être un virage quand même pour la région ? Tout d'abord, sur le contenu du programme, on trouve que globalement, les bons thèmes y sont. C'est les grands thèmes que les entreprises demandent depuis longtemps. Le premier thème, on l'a mentionné, c'est la simplification administrative, avoir un cadre plus favorable pour l'entrepreneuriat. Le deuxième thème, on l'a mentionné, c'est la question de la formation et de l'emploi. Mieux accompagner les demandeurs d'emploi, mieux les former. Un chiffre important en Wallonie, 40 000 postes vacants, plus de 10 000 de plus qu'il y a quelques années.
et toujours 200 000 chômeurs. Donc un deuxième élément important. Troisième élément important, c'est la politique industrielle, de mieux soutenir et de mieux promouvoir l'innovation et l'investissement en Wallonie. Donc les thèmes sont les bons. Alors effectivement, toute entrée en fonction de gouvernement est un peu compliquée. L'année 2024, ça aurait été l'année de la prise en charge des dossiers par les ministres et d'un premier budget qui, il est vrai, a été un peu difficile à faire passer. C'est assez logique, c'est un premier budget d'économie. Maintenant, il faut arriver à mettre ça... C'est un contexte budgétaire qui est compliqué, voilà, ça, de toute façon. Et donc maintenant, il faut arriver à mettre ça derrière nous. Et le message, c'est qu'il faut maintenant se mettre aux grandes réformes structurelles. Donc passons maintenant l'épisode du budget et mettons-nous aux grandes réformes. C'est peut-être dans ce sens-là que c'est difficile, c'est que le gouvernement annonce des réformes structurelles, c'est-à-dire toucher aux structures précisément, à la fois au niveau administration, au niveau des organes, par exemple pour les investissements des entreprises. Donc potentiellement, on peut heurter des sensibilités et mettre en difficulté des leviers de décision, non ? Oui, ça va être difficile. Clairement, ça va être difficile, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'en fait, ces réformes difficiles, ce sont celles qui vont poser les jalons pour la prospérité de long terme de la Wallonie. Alors, pour être difficile, moi, ça fait 10 ans avant les fonctions que j'occupe que j'accompagnais des entreprises et des organisations publiques dans leur transformation. Ce n'est jamais facile. C'est d'autant plus difficile aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a un contexte budgétaire difficile. Mais ceci dit, quand vous regardez l'histoire, en fait, souvent, les jalons d'un redressement d'une région et d'un pays, ils ont été posés par des réformes faites en période difficile, en période de crise. La Belgique, c'en est un exemple. On a posé les jalons de notre prospérité après la guerre 40-45, au sortir de la guerre en 1944 avec un nouveau pacte social. Aujourd'hui, effectivement, on doit pouvoir faire une période difficile, les grandes réformes structurelles, tout en faisant les économies qui vont nous permettre de dresser la Wallonie. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Est-ce qu'il faut un pacte social, justement ? Alors vous avez dit, ACT souhaite être un des acteurs, c'est-à-dire l'organisation qui représente le patronat en l'occurrence. Est-ce qu'il y a suffisamment de concorde avec les forces vives en Wallonie, syndicats et autres ? Est-ce qu'il faut un nouveau pacte social ? Moi, j'en suis convaincu. Parce qu'en fait, nous sommes à un moment donné historique, un moment charnière dans l'histoire de notre région et de notre continent. On fait face à un triple défi. Il y a le défi, on l'a déjà mentionné, du redressement de la Wallonie. Ça fait 30 ans que le revenu wallon est 30% plus bas que le revenu flamand par habitant. On n'a toujours pas réussi à redresser la Wallonie, on doit y arriver. Premier défi. Deuxième défi, c'est le défi du vieillissement. On a un vieillissement de la population qui augmente les dépenses publiques, en particulier en santé et en pension. On doit relever ce deuxième défi. Et puis, troisième défi qui s'y rajoute s'il n'y en avait pas assez, la décarbonation. On doit décarboner notre économie en 25 ans, tenez-vous bien, qui va demander aussi des milliards et des milliards d'investissements. Donc c'est un défi historique, comme il y en a une fois tous les 100 ans. Et nous, chez ACT, on est convaincus que ce défi, on ne le relèvera que tous ensemble, avec un grand accord, un nouveau pacte social, à l'image de celui qu'on a fait en 1944, avec les employeurs, le monde politique, le monde syndical et plus globalement la société civile. Et les différents niveaux de pouvoir, parce que ce qui a changé depuis lors, depuis l'après-guerre, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de gouvernement fédéral, pas de gouvernement à Bruxelles, des équipes qui sont au travail en Wallonie, heureusement, mais... Et je rajouterais l'Europe en plus, où il faut aussi travailler au niveau européen. Donc chacun doit agir à son niveau. Nous, modestement, il y a déjà beaucoup de feux à se faire en Wallonie. Moi, je m'occupe de la Wallonie. On a nos partenaires au niveau fédéral avec le FEB qui s'occupe du niveau fédéral, et puis la même chose au niveau européen. Donc il faut agir à tous les niveaux. Alors, vous avez dit, parmi les défis, il y a la décarbonation de l'industrie et de l'économie au sens large. C'est aussi un fameux défi lié à tous les autres. Est-ce qu'on entend parfois dans les rangs patronaux, je ne dis pas chez vous, mais qu'il faudrait peut-être soit ralentir, soit adapter cette nécessité-là ? Est-ce que c'est votre avis ? Ralentir, moi j'entends assez peu. Moi j'ai deux constats principaux en matière de décarbonation. Le premier, c'est qu'on connaît les solutions. En fait, pour la plupart, 80 à 90% des cas, on sait ce qu'il faut faire. Dans la plupart des cas, d'ailleurs, il faut électrifier, c'est la solution. Donc, on a les solutions, ou on est en train de les inventer là où on ne les a pas. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, le monde de l'entreprise, il est à la pointe. Parfois, on donne l'image du monde de l'entreprise qui marche à reculons. Moi, il n'y a pas une entreprise que je visite qui n'est pas en train de travailler sur sa décarbonation, qui n'a pas un plan de décarbonation. J'étais il y a quelques semaines chez Carmeuse, il y a plusieurs dizaines de personnes qui travaillent sur la décarbonation de leur processus. Donc, les entreprises veulent décarboner. On se rend compte que c'est difficile, parce que par exemple, Carmeuse, il y avait un grand plan hydrogène qui a été revu, voilà. Donc on voit que c'est... Ouais. Vous mentionnez, vous mettez le doigt sur le problème c'est quoi ? C'est qu'on n'a pas le cadre régulatoire. Décarboner, ça coûte de l'argent, je l'ai dit. Si ça coûte de l'argent, il faut investir dans un nouveau four, un nouveau processus de production. Forcément, ça coûte un peu plus cher, donc vous devez augmenter un peu les prix. Si vous augmentez les prix sur un produit décarboné, vous avez un concurrent étranger ou national qui, lui, produit un produit carboné qui est moins cher, personne n'achète votre produit.
Et donc, il faut agir, et le seul qui peut agir là, c'est les pouvoirs publics. Donc maintenant, la balle, elle est quand même forte dans le camp des pouvoirs publics. Il faut soutenir, il faut promouvoir, parfois il faut protéger pour que de manière profitable, les entreprises puissent décarboner. Parce que oui, si on s'y prend mal, on va essayer de décarboner la production en Europe et on va détruire la production industrielle. Donc ce qu'on doit faire, c'est décarboner intelligemment pour préserver, voire redévelopper notre industrie. Mais soutenir, ça veut dire quoi? C'est au niveau européen que ça se discute, ça? C'est un fameux grand plan de compétitivité dont on parle depuis quelques mois quand même. C'est à tous les niveaux, donc il y aura en fait affaire à tous les niveaux. Il y a affaire au niveau wallon, il y a des compétences. La Wallonie a la compétence de la distribution d'électricité, la Wallonie a la compétence de la production d'énergie verte, donc elle doit agir à ce niveau-là. Le fédéral a la compétence de la production d'électricité, l'Union européenne a aussi ses compétences, donc à tous les niveaux, tout le monde doit agir. C'est un défi sociétal comme il y en a une fois tous les 100 ans, je l'ai dit. Alors il va falloir investir beaucoup d'argent, alors qu'on n'en a pas beaucoup. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire? C'est ça la question. Vous me demandez la solution? Je vous réponds tout à fait honnêtement. La solution, personne ne l'a encore. À l'heure actuelle. C'est pour ça que je disais au niveau européen, il y a eu les rapports Draghi, l'État, où on parle d'union des capitaux. Enfin, donc, il y a quand même une volonté d'essayer de mettre une mobilisation des moyens sur la table. On a des pistes de solutions, mais la solution complète pour arriver à financer la transition, on ne l'a pas encore. Nous, notre demande, elle est claire. C'est de s'asseoir avec tous les partenaires sociaux à tous les niveaux pour établir le plan qui va permettre de financer la décarbonation. Parce que ce qui est frappant parfois quand on parle des entreprises, c'est qu'ils disent, les responsables d'entreprise, on n'a pas nécessairement besoin d'aide, ou en tout cas peut-être ciblé sur des objectifs comme ceux-là. Par contre, on a besoin effectivement de simplification administrative, on a besoin d'accompagnement, peut-être moins de réglementation. Est-ce que c'est ça la clé? Les entreprises, une entreprise n'a généralement pas envie d'être subsidiée et d'être aidée. Elle a envie de marcher sur ses propres pieds, de manière générale. Et donc effectivement, notre principale demande à nous, c'est pas plus de subsides, c'est de créer un cadre qui est soutenant pour l'activité économique en Wallonie et en Europe. Vous mentionnez le problème de la régulation. C'est vrai que c'est un des grands problèmes à l'heure actuelle en Europe. On n'est pas pour la dérégulation. Les entreprises européennes et wallonnes, elles sont conscientes du besoin de régulation. On doit réguler pour protéger les travailleurs, protéger la santé, protéger l'environnement. On est pour la régulation. Le problème en Europe, c'est qu'on régule trop et mal. Prenons quelques exemples. Si on prend la question de l'intelligence artificielle et des données. En Europe, le premier réflexe qu'on a eu, quand on a eu la montée de données, c'est de réguler le RGPD. Le problème du RGPD, c'est qu'il est excessivement régulatoire. Du coup, on n'a pas créé chez nous de grandes start-up liées à la donnée. Même chose, intelligence artificielle, on régule. Pendant ce temps-là, les États-Unis et la Chine créent les géants de demain. Et donc, on doit vraiment changer de mindset en Europe, d'état d'esprit, excusez-moi, pour passer, c'est le consultant en moi qui revient, vous m'excuserez, on doit passer à un état d'esprit vraiment où on régule de manière intelligente et parcimonieuse. C'est ça. Donc, parce que c'est vrai que j'ai interrogé. Alors, il y a évidemment des secteurs spécifiques et des capitaines d'industrie, j'allais dire, spécifiques. Mais j'ai interrogé Fabien Pinkers, par exemple, récemment, qui a annoncé qu'Odoo, une valorisation record et des objectifs qui sont quand même très ambitieux et qui disait on est des grands garçons, on n'a pas besoin, en fait, de soutien gouvernemental, etc. Bon, sa situation est évidemment particulière et par ailleurs, il a été soutenu quand ça allait moins bien. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de libéralisation qui est nécessaire? Quand je dis libéralisation, c'est-à-dire libérer les énergies, les contraintes, etc. C'est ça l'enjeu? Je dirais plutôt créer un cadre positif. Il y en a un qui est par exemple la simplification administrative, mais c'est pas que libéraliser. On a besoin de gens bien formés. En fait, des Fabien Pinkert, en Wallonie, il en faudrait 50 et on serait sauvé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit améliorer notre système. Ils vont dans les écoles pour essayer d'en générer d'autres. Hein, donc là, on doit améliorer notre système éducatif. Donc nous, on n'est pas dans une logique de dérégulation. Au contraire, là, on dit il faut mieux former, et ça c'est les pouvoirs publics qui doivent agir pour mieux former plus, mieux orienter vers les STEM, les sciences, technologies, mathématiques, et donc il faut que l'État agisse pour créer un cadre favorable, et puis par ailleurs, il faut aussi reconnaître qu'on a besoin, dans certains secteurs, de subsides, d'aides économiques, elles sont parfois utiles, il faut qu'elles soient bien faites, en évitant les effets d'aubaine, et qu'elles soient vraiment là où on a un impact en termes de création de secteurs où on peut être à la pointe en Europe. Vous avez dit il en faudrait plusieurs, des Fabien Pinkert ou d'autres. Est-ce que ACT a un peu ce rôle-là aussi, c'est-à-dire de quelque part de mettre en avant des modèles, de valoriser les réussites? ACT, comme je l'ai dit, on a envie d'agir. Donc effectivement, un de nos objectifs, c'est d'être la plus grande communauté d'entreprises qui donne l'envie d'entreprendre aux entrepreneurs et à ceux qui ne le sont pas encore. Et donc effectivement, je le dis dans nos objectifs, il y a une volonté non seulement de donner des services aux entreprises existantes, mais aussi de stimuler la création d'entreprises. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà pris votre bâton de pèlerin pour aller visiter des entreprises, quelque part en faire écho? Comment ça marche? Alors,
je viens d'arriver et on y travaille, donc on a commencé la réflexion sur le sujet, mais au niveau de la création d'activités, par exemple, sur les startups, on réfléchit, est-ce qu'on peut développer, comme ça a été fait en Flandre, un accompagnement aux startups. Là, on veut être prudent, c'est qu'on ne veut pas faire ce qu'on reproche à d'autres, on n'a pas envie de reproduire chez nous des choses qui existent ailleurs. Donc pour l'instant, on regarde ce qui existe et où est-ce qu'on peut intelligemment intervenir. Oui, c'est ça. Mais avec quand même aussi la volonté de est-ce qu'on met suffisamment les projecteurs sur ces entreprises du côté francophone en Belgique? On en revient à la question culturelle dont on parlait au début de notre entretien en Wallonie. Qui est celle qui vous a façonné, c'est ça que vous avez dit, quelque part. Tout à fait. Et en fait, tant qu'on n'aimera pas plus l'entrepreneuriat, tant qu'on ne valorisera pas plus l'entrepreneuriat, c'est assez logique qu'on n'aura pas plus de jeunes qui se diront « mais tiens, moi j'ai envie d'être un entrepreneur ». Moi j'ai vécu pendant 5 ans dans la Silicon Valley, près de San Francisco. Et ce qui m'a frappé le jour où je suis arrivé, à la première soirée où j'ai été, j'ai rencontré celui qui avait codé YouTube. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est « j'ai appris à coder à 16 ans ». Et j'ai eu l'idée à 17 ou 18 ans de créer ma première start-up. Ça arrive quand même très peu, ça, en Wallonie. C'est vraiment l'esprit qu'on doit recréer dans notre région. Et comment on fait ça? Enfin, justement, comment on s'inspire des États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, il y a quoi? Il y a une volonté de se dire on peut réussir, échouer, c'est pas grave, on y va. Ça commence déjà aujourd'hui, la discussion qu'on a entre nous, en fait, de pouvoir dire et répéter qu'effectivement il y a un changement culturel qui doit avoir lieu, qu'entreprendre c'est bien, c'est une bonne chose, que les entreprises elles rendent un service à la société. Donc déjà le dire est important. Et puis 2, on doit travailler au niveau de l'éducation, favoriser l'orientation vers les STEM, favoriser les programmes d'entrepreneuriat à l'école. Et déjà avec ça, on aura déjà fait un premier grand pas en avant. Et puis deuxièmement, il y a un aspect qu'on n'a pas encore discuté, c'est l'aspect accès aux capitaux. On a pas mal de financements en Wallonie. C'est un problème du côté francophone aussi, ça. Enfin... Ça dépend. On a pas mal de financements, pas mal d'étapes du parcours. Si vous allez vers Wallonie Entreprendre et pas mal d'invest, il y a du financement. Ce qui nous manque, je parle du capital risque ou du capital privé. Ouais. Voilà, ce qui nous manque, c'est du capital privé. Là, on en a beaucoup trop peu en Wallonie. Du capital vraiment aussi au tout début de la création sur les projets très très à risque. Et puis après, un des grands problèmes en Wallonie, c'est qu'une fois qu'on a une PME qui fonctionne, on a du mal à en faire une grande entreprise. Sur 39 entreprises en Belgique qui ont plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, qui sont originaires de Belgique, il y en a 5 seulement qui sont wallonnes. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas aujourd'hui à financer le scale-up, ce qu'on appelle le scale-up, une entreprise qui doit emprunter 500, 600 millions d'euros pour croître. Là, on a un trou, c'est un trou plus général en Europe. Il y en a beaucoup qui vont aux États-Unis pour y revenir. Oui. Exactement, et c'est d'ailleurs le risque qui se pose pour pas mal d'entreprises qui fonctionnent bien en Wallonie. Donc c'est une des priorités, arriver à créer ce capital à risque en Wallonie et en Europe plus globalement. C'est une question européenne. Et vous avez travaillé en consultance, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi accompagner des entreprises dans cette croissance-là? Oui, moi j'ai accompagné entreprises et secteur public. C'était vachement intéressant de pouvoir comparer le secteur public et privé et de voir que tout le monde a à apprendre l'un de l'autre. Pas mal de choses que le secteur public peut apprendre du secteur privé, mais aussi vice-versa. Et de voir, comme vous le disiez, que le changement n'est pas facile. Moi, je retiens une grande leçon, qui d'ailleurs s'applique à ce qu'on a discuté avant. Si on veut changer bien les choses en Wallonie, il faut le faire ensemble. Et c'est le message qu'on porte au gouvernement. C'est bien que vous vouliez aller vite. C'est bien que vous vouliez aller fort, mais par pitié, faites-le avec les acteurs, faites-le avec le monde de l'entreprise et faites-le avec l'ensemble de la société pour co-créer les solutions. Et ça veut dire que le cadre des entreprises doit être professionnalisé aussi. Je me rappelle avoir interviewé le Michael Labro, qui a été manager de l'année de Trends Tendance et qui est le CEO de PM Suite, qui est cette entreprise qui fait des macarons maintenant de manière industrielle, et qui me disait, en fait, un jour, il y a eu un déclic chez nous. On s'est rendu compte qu'on faisait les choses de manière artisanale et qualitative par ailleurs, mais c'est le jour où on a mis en place des procédures, des managers intermédiaires, et puis des processus de production, et en fait, ce jour-là, ça a décollé. C'est ça qui manque. C'est une des choses, c'est pas ce qui manque, c'est une des choses qui existent déjà. Donc, par exemple, les chambres de commerce qui sont maintenant dans notre alliance, elles organisent pas mal de cercles de discussion, de formation pour accompagner cette professionnalisation. Mais oui, c'est le genre de choses sur lesquelles on doit travailler. Oui, c'est ça. Notamment parce qu'en Wallonie, on sait que une des clés de la relance, ça va être de faire grandir les entreprises, en réalité. Et en faisant en sorte qu'elles restent chez nous en même temps, quoi. Tout à fait. Est-ce que, par ailleurs, le contexte dont on parle, alors là, on est évidemment positif et c'est très bien, il faut l'être. Est-ce que vous êtes, par ailleurs, aussi un peu inquiet de l'année qui vient? C'est-à-dire que on lit ça et là qu'on risque des plans sociaux, des difficultés liées au contexte, les tensions géopolitiques, peut-être des questions économiques. Est-ce que c'est une préoccupation chez vous, chez ACT?
Tout à fait, et en particulier dans le domaine de l'industrie. Donc là, il faut peser ces mots, mais la production industrielle en Europe qu'on voulait redévelopper, et singulièrement en Belgique, elle est plutôt en chute libre depuis un an. Pourquoi ? Parce que le climat n'est pas favorable, vous l'avez mentionné. Il y a 2 éléments qui reviennent de manière très forte. Le premier, c'est le prix de l'énergie. Donc le prix de l'énergie depuis la guerre... Encore, malgré le fait que, parce qu'on a eu un pic là, mais le pic est resté en fait. Donc en fait, depuis la guerre, en Ukraine, si vous voulez un chiffre, le prix de l'énergie, qui n'était pas très très différent en Europe avant par rapport à d'autres continents, il est 2 à 3 fois plus élevé en Europe, et singulièrement en Belgique, qu'aux États-Unis. C'est déjà surprenant que pas mal d'entreprises aujourd'hui maintiennent leurs portes ouvertes. Vous imaginez, si vous avez 10 ou 20% de coûts d'énergie, vous multipliez par 2 ou 3, directement vous vous retrouvez non concurrentiel sur les marchés. Donc on a une demande très claire là-dessus qui est que le gouvernement mette en place, au niveau fédéral et au niveau régional, une norme énergie pour limiter les prix de l'énergie à un niveau soutenable pour nos entreprises. Les salaires aussi ou pas ? Parce que on sait qu'il va y avoir encore une augmentation salariale de 3 et quelques pourcents au début de l'année. Marie-Hélène Ska de la CSC me disait mais c'est pas ça la clé. La clé pour les industries, les salaires ne représentent que 10%, etc. Mais est-ce que ça reste un problème malgré tout Ah oui, c'est le 2e élément dont j'allais vous parler. Ouais, en fait, toutes les entreprises m'en parlent. J'étais l'autre jour à une réunion d'investisseurs internationaux et la première question qu'ils me posaient, c'est quel est votre coût du travail ? J'étais l'autre jour dans une autre entreprise en Wallonie, ils m'expliquaient le coût horaire, par exemple, pour un ingénieur chez eux, était 10 € plus cher par heure en Wallonie qu'il ne l'est en Allemagne et 20 € encore en plus, moins cher aux USA. Mais quand vous avez ça, évidemment, quand on se pose la question de savoir est-ce que je crée mon activité en Wallonie ou en Allemagne ou aux États-Unis, le choix, il est quand même souvent, malheureusement, pas facile pour l'entreprise de se dire qu'elle doit développer ailleurs. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est travailler sur le coût du travail. Et donc, c'est pas forcément baisser les salaires, mais c'est en tout cas réduire le coût du travail. Revoir, total. par exemple, l'indexation des salaires. Enfin, la FEB, au niveau fédéral, y est favorable depuis un certain nombre d'années. Nous, on n'a pas de position ferme sur le mécanisme. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut trouver une solution, quelle que soit la solution technique, pour que le coût du travail soit soutenable pour les entreprises. Il y a différentes solutions qui ont été évoquées. Certains disent, par exemple, il faut maintenir l'indexation pour la grande majorité des salaires, simplement la moduler pour les hauts salaires. C'est une solution. Nous, ce qu'on dit, trouvons une solution. Tant que les salaires sont à un niveau compétitif par rapport aux pays voisins, on va maintenir et développer l'activité économique. Et des gains de productivité, vous êtes un fan de l'intelligence artificielle ou pas ? C'est pas que je suis un fan, mais c'est une nécessité, un grand potentiel pour tout le monde. Mais effectivement, on a un grand problème. Aujourd'hui, vous avez un rapport du Conseil national de la productivité qui sort et qui montre qu'effectivement, on a un grand problème de productivité. En fait, si vous regardez depuis une vingtaine d'années, nous décrochons des USA. En fait, pendant 50 ans, de 1950 à 2000, on a rattrapé les États-Unis et on est resté pendant un temps au même niveau de productivité horaire. Depuis 20 ans, on décroche. Et si vous regardez d'où ça vient, le rapport Draghi l'a bien montré, c'est presque uniquement les nouvelles technologies. Si vous retirez ça, on est plus ou moins au même gain de productivité. Donc on a un vrai défi sur la productivité en Wallonie. Si vous nous demandez un thème pour le prochain gouvernement fédéral, c'est la productivité. Et ça veut dire que vous, ce sera aussi un de vos leviers d'action au niveau de actes et peut-être des soutiens aux entreprises, de dire on a une action à mener en fait en accompagnement sur les nouvelles technologies, sur la numérisation, etc. C'est un sujet sur lequel on veut travailler et réfléchir effectivement qu'est-ce qu'on peut faire pour amener plus d'entreprises en Wallonie à adopter les technologies digitales et les technologies... D'autant plus qu'on a malgré tout, on parlait de Odoo, on pourrait parler d'Aiker, on a des champions qui naissent en Wallonie dans ce domaine-là, donc c'est plutôt prometteur, mais c'est sans doute encore parcellaire, quoi. On a quelques champions, il faut le reconnaître, et c'est génial. À nouveau, il faut en fait multiplier ces cas-là. Moi, il y a un chiffre que je retiens, c'est qu'on a un des taux d'investissement en R&D les plus élevés d'Europe. On est les champions européens de la R&D en Flandre et en Wallonie. Pourquoi ? Parce qu'on a notamment des incitants fiscaux qui sont extrêmement utiles, qu'il faut maintenir au niveau fédéral, et des subsides R&D au niveau régional. Par contre, là où on a un problème, c'est que souvent, ces subsides R&D ne se traduisent pas en création d'entreprises. Là, on a un taux plus bas que la Flandre, ou en traduction de la R&D en nouvelle activité économique dans les entreprises. Et donc là, on doit faire évoluer notre politique d'innovation, nos subsides à la recherche, pour que ceux-ci se traduisent mieux par de la création d'activités économiques et pas uniquement de la recherche. On a des bons exemples, vous en avez cité quelques-uns. Oui, on peut citer GSK, qui est un exemple magnifique, où à la fois on a de la recherche et toute la chaîne de production en Belgique. Alors Frédéric Pagnier, vous êtes donc CEO de ACT, for Wallonia si on veut. Vous allez commencer votre première année pleine. Est-ce qu'il y a un message que vous avez envie de délivrer en cette fin d'année aux entreprises ?
continuons comme nous le faisons, continuons notre effort de création d'entreprise. Et alors je vais donner un message plutôt au gouvernement. Il est temps maintenant de se mettre au travail de la réforme structurelle et nous allons le faire ensemble. Et au gouvernement qui doivent encore naître, peut-être qu'ils se dépêchent. Il y en a un qui ne vous concerne pas directement, quoique directement, Bruxelles vous concerne aussi, voilà. En l'occurrence. Enfin, en tout cas, les liens sont importants entre Bruxelles et la Wallonie. Donc là, on a déjà fait le message il y a un mois qu'il était temps d'atterrir, donc il est encore plus temps d'atterrir maintenant. Le fédéral, certainement. On verra ce que Bardo-Ever pourra faire finalement. Voilà un point sur les entreprises et sur la Wallonie qui méritait d'être écouté. Merci à tous et à toutes d'avoir été au rendez-vous pour cet épisode du Z-Podcast. Nous faisons une petite pause pour les fêtes, mais nous vous retrouverons avec plaisir le lundi 6 janvier. D'ici là, nous vous souhaitons d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année. Z sur 7, le podcast quotidien de Transcanal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.